Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, merci d'écouter C'est excellent sur Sud Radio, votre émission, celle qui crée le lien. Nous sommes en direct et en studio avec vous comme tous les dimanches à 19h pour vivre ensemble une heure riche des destins de ceux et celles qui incarnent l'excellence française à travers leur implication sans faille. Il s'agit ici de les écouter, raconter leur parcours et leur destin exceptionnel et de s'en imprégner pour continuer à honorer l'esprit français et son exception, afin qu'il perdure malgré tout et malgré évidemment ces crises à répétition que nous vivons depuis quelques mois. À mes côtés ce soir, un grand homme de cinéma, un homme dont l'œuvre continue depuis plusieurs décennies à nous étonner, à nous faire rire, à nous toucher dans l'âme, aurais-je envie de dire. Un homme qui a fait jouer les grands noms de la culture française, de Brel à Ventura, Trintignant et tant d'autres. Un homme qui a marqué de sa patte indiscutable le cinéma français. Vous l'avez reconnu, j'ai nommé le cinéaste Claude Lelouch. Et puisque Noël arrive à grands pas et que nous avons tous envie que nos enfants passent un peu moins de temps devant les écrans, en bulle et manière, nous irons à la rencontre de Margot Bruino, cofondatrice des éditions En Cavale, qui nous propose des jeux d'enquête ludiques faits à la main et 100% faits en France. En deuxième partie de cette émission, vous pourrez retrouver comme moi le grand couturier Julien Fournier, dont les créations uniques soulignent la beauté féminine en participant à son émancipation. Il était déjà venu l'année dernière dans C'est excellent pour partager avec nous son parcours étonnant et détonnant. On va revenir dessus évidemment et lui demander comment ça se passe dans le secteur très niche de la haute couture en ce moment. Mais tout de suite, on commence avec le metteur en scène et en images, le réalisateur et producteur Claude Lelouch. C'est excellent, bienvenue chez vous. Claude Lelouch, bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors pour débuter ce moment ensemble, j'avais envie de parler de cette œuvre qui est la vôtre et qui traverse les décennies, et pour enrichir mon propos, j'en ai choisi un exemple concret. C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Quel courage. Tiens, il y a une dénommée Anne Gauthier qui a appelé pour toi. Je crois qu'il faut que tu la rappelles. Tu as rappelé Anne Gauthier? Je le rappellerai demain matin. Qui est-ce? C'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Chante tout, babadabada, babadabada, nos cœurs y voient, babadabada, babadabada. Vous rêvez à quoi? Des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire. C'est poétique, c'est féerique, c'est excellent et j'ai envie de dire. On vient d'écouter 3 extraits de Un homme et une femme avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Un homme et une femme, c'est une histoire d'amour entre 2 êtres en deuil qui s'étale sur 52 ans, tenez-vous bien. Et dont le premier opus, sorti en 1966, a reçu la Palme d'Or la même année, puis 2 Oscars. Alors Claude Lelouch, vous y racontez l'histoire d'une vie et de ses amours sous plusieurs angles. Il y a celui de vos personnages, Anne Gauthier et Jean-Louis Duroc, celui de vos acteurs évidemment, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, qu'on voit grandir et vieillir à l'écran. Ces films, ils s'étalent sur une grande partie de votre carrière aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'ils racontent votre histoire et celle de votre œuvre, finalement? Oui, enfin, vous savez, j'ai découvert le cinéma très jeune, très jeune, et quand j'ai découvert les possibilités d'une caméra, j'ai eu envie de faire le tour du monde avec ma caméra. Au départ, je ne pensais pas que je ferais de la mise en scène. Je me disais, tiens, je vais essayer d'être un grand reporter. Oui, vous avez commencé par le journalisme. Voilà, et puis je suis rien d'autre qu'un observateur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis encore aujourd'hui un journaliste. Bon, je travaille avec un grand scénariste, le plus grand scénariste de tous les temps, qui est la vie. Oui. Et j'ai tout pompé à ce scénariste, vous voyez, et tous les personnages de mes films, je les ai croisés. Tous, sans exception. Je veux dire que ce ne sont pas des super-héros ni des super-salauds. Disons que ce sont des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres, qui ont les défauts de leur qualité. Vous voyez, ce sont des hommes et des femmes qui sont capables, pendant 1 minute, d'être des héros, pendant 30 secondes, les pires salauds. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand j'ai eu envie de raconter cette histoire d'un homme et d'une femme, j'avais envie de montrer que, d'abord, on a droit à plusieurs histoires d'amour, que c'est pas... Voilà.
à condition qu'à chaque fois, ça soit un peu plus fort que la précédente. Tout à fait. C'est un peu comme dans la drogue ou dans le sport, il faut battre des records. Voilà. Donc on peut effectivement aimer plusieurs J'aime bien fois, le comparatif. mais il faut qu'à chaque fois, ce soit un petit peu plus fort. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de rencontrer, de faire se rencontrer cet homme et cette femme qui venaient de vivre le pire. Ouais. Et donc qui pensaient que leur vie était foutue. Et donc, c'est cette seconde chance qui a eu tant de succès. Car on a tous besoin, à un moment donné, d'une deuxième chance. C'est une histoire de résilience, finalement. Oui, enfin, c'est d'un seul coup des hommes, enfin un homme et une femme qui ont énormément d'expérience, à qui on ne peut plus raconter d'histoire, Ouais. c'est-à-dire qui sont devenus vraiment des adultes, chez qui le mensonge a du mal à passer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu l'histoire de tout le monde, parce que si ce film a eu un tel succès, c'est parce que plein de gens se sont reconnus dans cette histoire, en se disant, bon, pour moi, l'amour, c'est foutu, je me suis trop fait avoir. Mais c'est vrai qu'on se fait avoir à chaque fois qu'on tombe amoureux, on a 18 ans, Oui. hein, même des fois 16. et oui, alors récemment, j'ai appris que Joe Biden avait rencontré sa femme en allant voir Un homme et une femme. Ah, c'est merveilleux, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Woody Allen m'avait dit, quand j'ai vu Un homme et une femme, pendant 5 ans, j'ai essayé de faire du lelouch, voilà. Et donc, C'est un beau compliment. inconsciemment, je dis bien inconsciemment, et je m'excuse d'être prétentieux, mais On vous en prie. mes observations ont touché des gens Bien sûr. qui ne les voyaient pas dans la vie courante. Je veux dire que nous Donc avons vous avez magnifié l'ordinaire, en fait, hein, c'est ça? Oui, en fait, les gens passent à côté du présent. C'est vrai. Et bon, ils passent à côté du présent parce que ils ont peur du futur. Le passé les encombre. Et donc, quand on passe à côté du présent, on passe à côté de la vie, on passe à côté. Et le seul moment où on est vraiment dans le présent, c'est au moment de l'amour. Je veux dire que l'amour, c'est difficile à faire au futur. Oui, c'est certain. Et je veux dire, il y a un moment formidable. Il y a c'est l'excellence même de ce qui donne un sens à la vie. Ça a du sens dans cet excellent aussi. Voilà. Et donc, quand j'ai fait Un homme et une femme, j'étais parti sur cette force du présent, qui est l'amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 55 ans après Un homme et une femme, je prépare un nouveau film qui va s'appeler L'amour, c'est mieux que la vie, parce on va en parler tout à l'heure. j'en suis de plus en plus convaincu, même quand ça fait très mal, et surtout quand ça fait très mal. Parce qu'on se sent vivre, justement. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, on est au cœur de la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, j'ai le courage de dire que j'ai sûrement été un metteur en scène heureux, Oui. parce que j'ai su très vite déguster le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Le présent, c'est du cash, c'est un truc comme ça, bon, c'est l'argent de poche. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. L'argent de poche est plus important que l'argent que vous avez dans votre compte en banque. Parce que celui-là, on peut s'offrir un café avec. Voilà. C'est vrai. Alors, pour revenir un petit peu sur Un homme et une femme, c'est quand même la première... Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on voit évoluer à l'écran 2 acteurs comme ça, dans le même rôle presque? C'est la première fois. C'est ça, hein, sur un demi-siècle. Oui, alors ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la vie qui a voulu les conserver. Oui. Qui a voulu nous conserver tous les trois, Jean-Louis, Anouk et moi. Et c'est vrai que quand il y a 3 ans, quand j'ai vu, on s'est refait une projection d'Un homme et une femme qui venait d'être restaurée. Et pendant la projection, j'ai regardé Jean-Louis et Anouk, je regardais plus eux que le film. Je les voyais se parler à l'oreille, je les voyais se prendre la main, et je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas filmer ça, je ne peux pas montrer à quel point, quand l'amour prend son temps, et fait une grande mi-temps, on peut se retrouver peut-être face aux plus belles histoires d'amour. Je veux dire que l'amour, des fois, a besoin de mûrir. Autant le coup de foudre est délicieux, mais très c'est un feu de paille, un peu, le coup de foudre. Très souvent, les histoires qui ont pris 30 ou 40 ans, je ne sais pas, Michel Legrand et Macha Merrill, ils se sont retrouvés 50 ans. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça d'histoires d'amour qui, à long terme, peuvent être très, très payantes. Et puis surtout, à l'âge qu'ils ont, on est dans la zone de tolérance. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la critique. Puis on est dans la tendresse aussi. Vous voyez, dans toutes les histoires d'amour, les premiers jours, c'est gratuit, on est dans la générosité, et puis très vite, on se met à compter les petites cuillères. Voilà. Hein? Donc, avec le temps qui passe, les défauts ne sont plus des défauts. Je veux dire que ça devient même photogénique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il plaide coupable. Oui. À l'âge qu'il a, d'un seul coup, il lui avoue
Il lui avoue tout ce qu'il n'aurait pas osé lui avouer, parce que quand on est jeune, on est exigeant. Il y a une espèce d'absolu, en fait, qui vient avec l'âge. Oui, non, mais il faut bien que l'âge ait quelques avantages, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en tous les cas, la tolérance. Tout à fait. Alors, vous avez aussi, en fait, on parle de destin hein, dans vos films. J'avais beaucoup de questions à vous poser là-dessus, mais on va être obligé d'y revenir juste après ça. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et il est 19h13 précisément. Dans peu de temps, on va parler jeux intelligents, 100% made in France pour nos enfants dans l'art et la manière. Et on sera rejoint ensuite par le grand couturier Julien Fournier qui fait de la haute couture une seconde peau dans tous les sens du terme. Avant tout cela, on continue l'échange avec le réalisateur et producteur Claude Lelouch, avec qui on va se faire plaisir en écoutant encore quelques passages d'une palette choisie de vos films cultes, Claude. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. L'aventure, c'est l'aventure. Et en 6 mois, tu vas devenir le roi du business en France. Et alors tu vas changer de costard, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout. Ah, j'en peux plus, j'ai les pommes de terre au fond du sac. J'ai besoin de baiser, y a que ça qui détend. Mais pourquoi tu... Comment on dit en italien avaler la fumée? Il y a rien de vulgaire. Franchement, en travaillant cette émission, j'ai réécouté tout ça, j'ai revu aussi pas mal de vos films. Alors celui-là, dans Tout ça pour ça, il est sorti en 1993. Hein. Vous avez Fabrice Lucchini qui se lâche, mais totalement. C'est à hurler de rire. Il est avec Francis Huster, Marie-Sophie Elle et Alessandra Martine dans une tente au fin fond de la montagne. Est-ce qu'il est en improvisation totale? Parce que vous avez laissé tourner la caméra finalement, on a l'impression. Alors, écoutez, le mot improvisation, il est sympathique, mais oui. Il n'est pas le reflet de mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que quand on est spontané, la spontanéité, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Voilà, la vérité, personne ne la détient. Et donc, j'adore les acteurs quand ils sont spontanés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut leur faire dire n'importe quoi s'ils sont spontanés. Ouais. Il y avait une partie de la scène qui était écrite, et puis l'autre partie qui ne l'était pas. Voilà. Et à un moment donné, au moment de la répétition, j'ai senti que Lucchini allait bien s'amuser avec cette scène. J'avais parlé avec lui, je lui ai dit voilà, donc l'idée c'est maintenant de faire une provocation, puisque vous êtes tous les quatre dans cette tente, peut-être qu'on peut s'amuser tous les quatre ensemble, tu vois, et essaye de faire passer ce message. Voilà. C'est très délicat c'est réussi avec brio, hein, parce que c'est vraiment à hurler de rire. Voilà. Et donc, Huster, qui était beaucoup plus prude on a l'impression qu'il se cache un peu d'ailleurs. Voilà. Et donc, au moment de la répétition, je sentais que Lucchini était chaud, très chaud pour ce genre de scène. Donc, j'ai pas prévenu les autres. Ouais. Et j'ai tourné. Ah, c'est ça qui s'est passé. Voilà. Il ne savait pas. Et donc, Lucchini croyait qu'on répétait. Et comme il se disait, c'est pas le tournage, je me suis lâché. C'est génial. Et donc, au-delà du texte qui était prévu, il s'est lâché. Il a dit devant la caméra des trucs qu'on se dit qu'entre nous. Oui. Jamais, si la caméra avait tourné, il l'aurait pas fait. Je pense qu'il n'aurait pas été aussi loin. Et c'est parce qu'il a été aussi loin que cette scène. Et vous l'avez révélé en fait, hein, Lucchini, dans cette scène. Oui, c'est son vrai grand premier succès. Oui. Et quand on est réalisateur, on révèle les acteurs en fait, hein, on les aime, du coup on les révèle, c'est ça? C'est comme ça que vous travaillez? Enfin, moi je suis... on ne met pas en scène des acteurs. Oui. Et moi je les considère comme des sportifs, ce sont des sportifs de très haut niveau, et moi je suis un coach. D'accord. Je préférerais le mot coach que le mot metteur en scène, c'est-à-dire je suis là pour les faire courir plus vite que d'habitude, les faire sauter un peu plus haut que d'habitude. Ce que j'aime, c'est qu'ils aillent encore plus loin dans mes films que dans les films précédents. J'adore quand Belmondo va un peu plus loin, quand Ventura va un peu plus loin, quand Lucchini va un peu plus loin. J'adore les pousser dans leur retranchement et j'adore jouer avec eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on oublie qu'on fait de la comédie et on retrouve des êtres humains. C'est vrai que dans la vie, on a tous les courages. Dès qu'on est devant un micro, dès qu'on est devant une caméra, on se censure un peu, on fait le beau, on va avoir l'air malin, ce que je fais en ce moment. Vous voyez ? Je ne sais pas si je fais ça, je vais me poser la question. Voilà, mais c'est vrai que si on discutait tous les deux dans un bistrot, je vous dirais d'autres trucs. Oui, certainement, j'espère bien. Alors il y a aussi dans le medley qu'on vient d'écouter, dont on parlait de destin incroyable, vous avez quand même tourné avec Jacques Brel, Lino Ventura, enfin ça fait rêver. Hein. Donc c'est l'aventure, c'est ce film culte qui est sorti en 1972. Donc il y a effectivement
effectivement Jacques Brel, Lino Ventura, vous avez Aldo Macchione, vous avez Johnny Hallyday. Enfin, c'est hallucinant. Ce film, il dénonce une sorte de parole et d'action irréfléchie qu'il y avait à l'époque, finalement, à tout va, un peu comme aujourd'hui. Hein. Un film, est-ce que c'est toujours à l'image de l'époque où il est filmé, ou est-ce que justement, par exemple, dans ce cas-là, ça peut être intemporel, vu que ça peut se coller totalement à ce qu'on vit aujourd'hui? Ça pourrait être un film sur aujourd'hui. Enfin, pour moi, quand je fais l'aventure, c'est l'aventure, c'était ma réponse à mai 68, oui. que j'avais vraiment pas pris au sérieux. Je faisais partie des quelques intellectuels qui n'avaient pas marché dans la combine. Voilà, je savais que c'était un... Surtout qu'on a vu ce que ça a donné après. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Voilà, donc j'ai donc fait 2 films pour répondre aux événements de 68, qui étaient Smix Max Mock, l'histoire de 3 smicards. Tout à fait. Qui a bien marché, mais qui n'a pas porté ses fruits. Donc après, j'ai pris tous les risques avec l'aventure, c'est l'aventure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai très envie de faire la suite de l'aventure, c'est l'aventure, avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Parce qu'on entend tellement de conneries. Aujourd'hui, on donne la parole qu'à ceux qui gueulent, qu'à ceux qui crient, qu'à ceux qui... C'est plutôt qu'ils ont la parole alors qu'ils ne l'avaient pas avant. Et qu'ils ne l'avaient pas. Et on écoute aujourd'hui ceux qui n'ont rien à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ceux qui ont quelque chose à dire sont dans la synthèse, sont dans la réflexion. Et ceux-là nous intéressent pas parce qu'ils sont pas spectaculaires. Voilà. Donc, je pense que j'ai toujours fait des films qui répondaient à l'époque que je traversais. Soit j'étais d'accord, soit j'étais pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, d'accord, c'est mon tout sentiment. Est relatif, hein. Je fais des films qui sont basés sur mon intime conviction. Et mon intime conviction, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle peut, mais c'est vrai que quand je fais l'aventure, c'est l'aventure. À l'époque, les critiques disent que c'est un film facho et réac, vous voyez. Puis aujourd'hui, ils disent que c'est un film génial. C'est un film culte, surtout. Mais c'est vrai que c'était normal que ce soit un film facho et réac, puisque c'est le portrait de réac et de facho. Vous voyez, de mecs qui pensent qu'au pognon, voilà, et qui mettent le fric en avant. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire d'amour dans l'aventure, c'est l'aventure. Ce qui est rare dans mes films. Des histoires de bonhomme, un peu. Voilà, ce sont des mecs qui sont amoureux du fric. Voilà. Il y a de l'amour aussi, finalement. Bien sûr, et qui spéculent sur une époque d'imbéciles. Voilà, en se disant, si on fait de la politique, on aura un alibi, on sera acquitté. Je veux dire, la politique, à l'époque, avait bon dos. Bien sûr. Hein, tous les mecs qui ont levé, enfin, toutes les horreurs qu'on a connues à cette époque-là, si vous disiez, mais c'est parce que je le fais au nom de la révolution en Amérique du Sud, on disait, c'est un héros. Vous voyez, c'est un peu le Che Guevara. Che Guevara était un peu... J'en connais certains qui ne vont pas être très contents de vous entendre. Oui, enfin voilà. Alors, on va revenir un petit peu à aujourd'hui. On va parler de votre actualité, Claude Lelouch. Vous avez terminé votre tournage de votre 50e long métrage, L'amour c'est mieux que la vie. Vous en avez parlé au début de l'émission. Alors, juste pour nos auditeurs, je précise, c'est un film qui est avec Christophe Lambert et Sandrine Bonner. J'aurais envie de dire l'amour, c'est la vie, du coup, vraiment, en fait. Hein. Oui, alors c'est un film avec beaucoup d'acteurs. J'ai réuni dans ce film tous les acteurs que j'aime, que j'admire, qui sont mes copains. C'est presque un film d'amateur, parce que on le fait entre nous. Grands amateurs. Voilà, donc il y a Christophe Lambert, il y a Gérard Darmon qui fait un couple incroyable avec Sandrine Bonner, il y a Harry Habitant, il y a Philippe Lelouch, il y a Elsa Silberstein, Béatrice Dalle. Vous avez terminé le tournage? Comment? Non, c'est un tournage que je vais faire en 3 temps. Car entre chaque tournage, je réécris le film en fonction de ce que m'a donné les premières images. Donc c'est tout le temps en mouvement. En fait. Voilà, c'est un film qui est complètement dans l'action, complètement en mouvement, qui colle complètement à l'actualité, qui fait que j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans 3 mois avec les événements que nous sommes en train de vivre. Donc je fais ce film comme un reporter, à travers une fiction, bien sûr, et des personnages qui me suivent, des acteurs qui me téléphonent tous les jours, et qui me disent, t'as vu ce qu'ils ont dit, t'as vu le mec, la connerie qu'il a dit, le machin, le truc. Donc on se sert. Et puis, c'est un film qui est quelque part la suite de l'aventure, c'est l'aventure, puisque Sandrine Bonner est la fille de Lino Ventura et de Nicole Courcelle. Elle était toute petite. Voilà, qui était toute petite. Elle avait quel âge? À l'époque, elle avait 2 ans. Mais vous la connaissez depuis toujours, c'est incroyable. Voilà, donc... mais des vraies histoires de vie, en fait. Non, mais dans le film, voilà. Et puis, j'ai Robert Hossein, qui tourne aussi dans le film aujourd'hui, et qui est la suite des uns et des autres. D'accord. Donc, ce film est la suite de l'aventure, c'est l'aventure, c'est-à-dire... la connerie du quotidien, vous voyez ce que je veux dire, les aberrations du quotidien, et puis il y a le souffle du temps qui passe, comme dans les uns et les autres. Donc je vais mélanger la grande histoire et la petite histoire, comme jamais, et puis essayer de faire aussi un film très très musical, parce que
La musique, c'est quand même le langage de Dieu. Et puis, ce film est très rationnel et irrationnel. Donc, il mélange ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Voilà. Voilà. Par donc, exemple écoutez, notre intelligence, elle nous dit qu'on est mortel. Oui. Voilà, notre part irrationnelle nous dit qu'on est là pour toujours. D'accord. Donc, c'est ce duel entre... Et heureusement qu'il y a cette part d'irrationnel, sinon la mort serait quelque chose de tout à fait insupportable. C'est les autres qui meurent, mais on n'a pas le sentiment que... Ça va jamais nous arriver, quoi. Voilà, que ça va nous arriver. Bon, finalement, vous créez une forme d'éternalité avec votre œuvre, quand même. Écoutez, vous rendez éternel. Vous savez, je suis moins prétentieux que mes films. Non, mais je suis ravi de laisser des traces. Je laisse des traces parce que je parle de choses qui existent. Oui. C'est-à-dire que les gens peuvent s'accrocher à mes histoires parce que les personnages de mes films existent. Ils sont là. Vous voyez, c'est pas des héros de cinéma. C'est des héros ordinaires, comme vous disiez tout à l'heure. Ce sont des héros ordinaires qui sont capables du pire et du meilleur. Et dans la même journée. Parce qu'on peut être un héros et faire le pire aussi. Oui, alors moi, mes personnages, ils mentent pas, ils exagèrent. J'adore. Merci pour ces bons mots, Claude Lelouch. Ce soir, dans l'excellent tome de cinéma Claude Lelouch, qui sera rejoint dans pas très longtemps par Julien Fournier. Mais tout de suite, on part pour l'art et la manière. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio, Margot Brugnot. Bonsoir. Margot Brugnot, vous êtes à la tête des éditions En Cavale. Hein. Vous êtes cofondatrice et vous créez donc des jeux d'enquête qui immergent les enfants dans un monde magique. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus, s'il vous plaît ? Bien sûr. On a créé un jeu qui s'appelle Enquête en cavale. Et c'est un jeu d'enquête par courrier qui s'adresse aux enfants de l'âge du primaire, entre 7 et 12 ans. Les enfants vont recevoir un premier colis dans la boîte aux lettres où ils vont découvrir qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions, une agence complètement top secrète dont les adultes n'ont aucune idée. Donc là, je vous en parle ce soir, évidemment, ça reste entre nous. Et on leur demande après ça de nous aider à résoudre des enquêtes grâce à du matériel qu'on va leur confier, à un carnet d'enquête avec tout un tas d'énigmes et surtout grâce à un bulletin réponse qu'ils vont devoir compléter à la main, à l'écrit et nous renvoyer par la poste avec une petite enveloppe préaffranchie. D'accord. Et le mois d'après, on leur envoie la suite de leur enquête. Donc on communique avec eux par courrier. Ça dure sur combien de temps comme ça ? Ça peut durer aussi longtemps qu'ils veulent, mais on a des thématiques d'enquête qui durent sur 6 mois. D'accord. Donc on a des thématiques d'enquête sur les insectes, sur les fonds marins, sur l'espace par exemple. On vous entend mal, hein ? Ah, je me rapproche un peu. Voilà. Il y a votre enquête principale qui est élaborée par les ingénieurs de la NASA. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée ? Comment vous avez créé ça ? Ouais. On a voulu lancer une enquête sur l'espace et on a eu la chance de pouvoir collaborer avec Jean-François Clairvoy, qui est un astronaute qui a fait 3 missions à NASA et qui a eu la gentillesse de nous aider à développer cette enquête pour l'enrichir de vrais petits faits d'astronautes. Ça, c'est un truc qui est super intéressant parce que les enfants sont presque plus friands que nous, les adultes, de ce genre de petites choses un peu techniques, de spécificités. Donc voilà, donc toute l'enquête a été développée avec lui. Claude Lelouch, qu'en pensez-vous ? Vous pensez que jouer à ce jeu d'enquête pourrait faire naître des vocations de scénaristes, peut-être chez les enfants ? Comment est-ce qu'on fait pour stimuler l'imagination à travers ce genre de choses, justement ? Tout ce qui fait rêver, tout ce qui provoque l'imagination est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne meurt jamais d'une overdose de rêve. C'est beau, ça. Voilà, non mais c'est vrai. Et donc les enfants, c'est l'âge où le rêve a un potentiel absolument incroyable. On peut tout leur raconter. Donc la simulation à travers des chemins proposés donc, comme ça. C'est avec eux qu'il faut jouer. C'est avec eux. Moi, j'ai 7 enfants et 7 petits-enfants. Oula, vous voyez, grande famille. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis ça vous permet de rester dans le coup. Voilà, et puis il m'explique comment marchent les trucs d'aujourd'hui. Margot Brugnot, vous partirez donc avec les bons mots de Claude Lelouch. Désolé, on est un peu pris par le temps. Pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver le jeu Enquête en cavale des éditions En Cavale sur www.en-cavale avec un e.fr. Et merci d'être venu nous en parler. À bientôt, Margot Brugnot. Merci beaucoup. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Je suis ce soir en compagnie du grand homme de cinéma Claude Lelouch et nous allons être rejoints dans un petit instant par le grand couturier Julien Fournier. Que de grands hommes ce soir. À tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai. Il nous reste une demi-heure d'excellence à vivre ensemble. Et comme j'aime à le répéter ici, l'excellence, qu'elle soit française ou internationale, ne connaît pas de barrière. Le lien entre les différents univers qui la composent et l'implication de ses acteurs dans leur parcours. Avec nous, avec vous ce soir, le grand homme de cinéma Claude Lelouch et le grand couturier Julien Fournier. Comme je disais, que de grands hommes sur Sud Radio. Bonsoir Julien Fournier, bienvenue. Bonsoir Judith. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors Julien Fournier, le monde de la haute couture ne vous aurait peut-être jamais connu si vous aviez décidé de continuer vos études de médecine. Eh oui. Alors je me suis dit en réfléchissant à cette interview, finalement vous aviez déjà commencé à apprendre la couture sous une autre forme quelque part. Oui, il y avait quelque chose comme ça, mais c'était surtout aussi parce que j'avais envie de soutenir les gens dans leur essence et j'avais envie de réfléchir à comment les soigner. Et finalement, soigner les corps d'une autre façon, les rendre encore plus beaux, c'est bien aussi, et de les faire rêver. Donc il y avait toute une recherche psychologique derrière aussi. Donc quelque part, les femmes, vous les soignez en les habillant? En fait, les femmes qui viennent chercher mon travail, en général, elles viennent chercher à se définir. Donc, il y a un vrai travail de psychologie derrière tout ça. On n'achète pas de la haute couture comme un décrochez-moi ça, comme quand on va acheter un prêt-à-porter. C'est sûr. On vient chercher un morceau de définition de soi-même à travers un univers d'un créatif. D'accord. Donc elles viennent se chercher à travers vous, en fait. C'est ça. Et je vais aller très tranquillement, avec beaucoup de douceur, aller souligner leurs meilleures facettes pour les aider à se révéler. À se révéler et aussi dans leurs besoins de représentation. D'accord. Alors, vous avez fait la chambre syndicale de la haute couture pour apprendre votre métier. Et puis, vous avez travaillé ensuite, on va bouger légèrement votre micro, qui fait du bruit, voilà. Et vous avez travaillé ensuite pour les plus grandes maisons. Finalement, est-ce que c'est pas dans l'action qu'on apprend le mieux, Julien Fournier? Alors, on apprend dans l'action, certes, mais on apprend aussi en allant dans beaucoup de maisons pour savoir aussi ce qu'on ne veut pas être. D'accord. Donc vous vouliez pas être, par exemple, directeur artistique d'une des grandes maisons qu'on connaît tous actuellement? Si. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'en passant dans les grandes maisons, j'ai pu aussi voir tout ce qui ne me convenait pas et tout ce que je ne voulais pas connaître. Par exemple, cette hystérie globale qu'on peut avoir dans les studios avant des collections. Non, ça, il n'y a pas ça chez moi. D'accord. On est très calme et très organisé. On respire, on rit beaucoup. Et puis aussi, savoir organiser son travail pour que du coup, tout le monde puisse avoir un petit bout de l'essence de la maison Julien Fournier au sein d'un atelier, d'un photostyliste, d'un photographe ou d'un maquilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé toujours d'être dans une angoisse permanente de la trend, parce que finalement, faire de la haute couture, c'est pas être dans la trend. Non, c'est être hors du temps, au contraire, plutôt. C'est ça. C'est ça. C'est complètement être... en fait, moi, je raconte des histoires, alors en l'occurrence, pas d'une façon cinématographique comme Monsieur Lelouch. Non, mais d'une façon excellente. Je raconte ça sur un podium ou lors de petits films de présentation. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je viens en fait définir un univers dans lesquels les femmes peuvent venir chercher leur ADN et leur destin. C'est beau ça. Alors, Julien Fournier, vous avez fait un détour en tant que directeur artistique par la Corée du Sud à un moment donné dans votre parcours. Est-ce que c'était important de voyager pour s'imprégner d'une autre culture? Est-ce que ça vous a inspiré pour après? Alors c'était très intéressant parce que c'est un choc de culture et ça m'a renforcé dans l'idée d'émancipation des femmes, parce que quand je me suis retrouvé à Séoul, en fait, à la tête d'une direction artistique d'une marque pour le groupe LG Fashion, je me suis retrouvé avec d'un côté des ronds de cuir, des marketing très normés et des femmes sublimes d'un côté qui sont des créatives, et personne se parlait. Et d'un coup on n'écoutait pas ces dames, on n'écoutait pas ces femmes qui étaient ultra créatives, qui avaient plein de choses à donner, tout ça parce que c'était encore l'idée de les hommes savent monétiser mieux les choses que les femmes. Et ce qui est... C'était quand ça? On était en 2005. Ouais, ça a bien bougé depuis. Oui, heureusement, il était temps. Il était temps que... Et donc finalement, ce que vous racontez, c'est que vous avez créé du lien entre des secteurs qui ne se parlaient pas au sein d'une même maison. C'est ça, ça n'a pas été très facile des fois. Il y a un moment, il y a Monsieur Go qui a appelé Monsieur Ko, qui a appelé Monsieur Kim. Et je suis monté comme un premier de la classe parce que j'avais commencé à mélanger les femmes et les hommes autour d'un bureau pour que tout le monde se parle. Et ça n'a pas toujours très plu, mais on a réussi à faire des big bangs créatifs qui étaient assez reconnaissables à l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est la haute couture finalement, Julien Fournier? La haute couture, c'est un vêtement unique pour une femme unique, pour un instant unique. D'accord. Donc c'est intemporel.
L'idée, c'est qu'en fait, finalement, c'est pas trend normé. C'est un mot important que je souhaite dire parce que j'ai très très peur de ces gens qui disent il faut absolument être dans la tendance ou non. C'est no way. En fait, la différence de la haute couture aussi, c'est que on fait un vêtement pour un corps spécifique. On ne demande pas à quelqu'un de transformer son corps pour rentrer dans du prêt-à-porter normé. C'est insupportable à notre époque, alors que tout le monde cherche son ADN et veut être différent. Bien sûr. Alors justement, l'émancipation de la femme dont on vient de parler, c'est un de vos grands sujets. Vous avez fait défiler des femmes noires avant l'heure, des femmes enceintes. Vous aviez fait un défilé à l'époque au thème difficile à traiter, des femmes battues. Tout à fait. Finalement, tout part de votre amour pour les femmes, comme chez Claude Lelouch. Alors, moi, j'ai vu que Monsieur Lelouch allait travailler avec des femmes iconiques. On les connaît toutes, tous et toutes. Moi, j'ai la chance d'avoir des jolies jeunes femmes autour de moi en permanence. Et je suis très content de vieillir à leur côté et d'avoir une équipe de filles et de jeunes femmes qui me soutiennent à chaque collection et qui grandissent avec mon univers. Et je suis très content d'être radical dans mes choix de mannequins. Et je suis très content d'avoir tous les âges sur mes défilés, puisque j'ai eu même des femmes qui avaient 55 ans. J'ai eu aussi des femmes qui étaient enceintes, qui ont limite accouché 2 semaines après les défilés. J'ai fait le premier défilé haute couture qu'avec des femmes noires, bien avant le Black Matter Attitude. Mais en fait, tout ça a été très discret parce que je suis pas un réseauteur et un fou de médiatisation. Parce que pour quelle raison ? Parce que je suis un homme d'atelier. Je suis pas un people. Non. Donc l'idée, c'est de créer, en fait, pas de se faire voir. Ben non, parce qu'en fait, on est au service des femmes. On n'est pas là... Alors maintenant, toutes les maisons de couture veulent des directeurs artistiques monétisables en disant « Oh là là, il a tant de followers sur Instagram, c'est génial !» Ça s'est pas un peu perdu, ça ? Non, ça y est, encore pas mal quand même. Claude Lelouch, les femmes, elles sont au cœur de votre œuvre aussi. Ça vous parle, ce que dit Julien Fournier ? Oui, elles m'ont fait grandir. Vous savez, moi, j'ai jamais cru à l'égalité homme-femme. J'ai toujours pensé que les femmes étaient très supérieures à nous. Ah, merci. Merci. Et j'ai toujours dit que c'était des hommes réussis. Voilà. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Et j'adore votre mélange de genres. Le fait d'aller chercher des femmes qui sont dans la rue. Voilà. Et c'est vrai que nous sommes tous des cas particuliers. C'est pour ça que la haute couture est magnifique. Parce qu'à un moment donné, on fait quelque chose pour quelqu'un. Moi, quand j'écris un film, je fais de la haute couture. J'écris pour Belmondo, j'écris pour Lino Ventura. Je leur fais un costard sur mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'aime beaucoup le discours, votre discours. Merci beaucoup. Julien Fournier, pour qui vous créez ? Vous avez des femmes iconiques comme ça qui vous inspirent ? J'ai une femme au Moyen-Orient qui a souligné mon travail et qui m'a dit « Pépère, tu es mon petit Jacques Fat ». Et elle m'a dit « Tu vas enlever tout ce qui est superfétatoire, tu vas enlever toutes les fadaises qui peuvent entourer ton travail pour aller straight to the point. Et c'est ça ton excellence, c'est-à-dire la coupe et l'élongation des corps et le fait de nous aider à nous redresser. Donc j'adore les maintiens, j'adore les femmes avec des poitrines hautes, j'adore les petites épaules, mais j'adore qu'elles aient un décou immense. Des vous super créez pour femmes. Des comédiennes aussi, pour des actrices. J'ai eu la chance d'habiller très souvent Audrey Fleurot, que j'adore, parce que c'est une rousse, c'est une sorcière, quoi. C'est le teint blanc, laiteux. Elle a joué au théâtre avec une de vos tenues. Oui, et puis là, le dernier Michael Youn, elle est habillée en Julien Fournier. Et puis j'ai fait aussi le film de Mention Char aussi, qui était formidable. Et j'ai adoré travailler avec cette réalisatrice qui a tellement de sensibilité pour les femmes et qui vient les chercher dans leurs émotions et dans leur vulnérabilité. Ça correspond complètement à mon travail. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir des femmes comme Audrey Fleurot ou la jeune femme Déborah François que j'adore. Mais il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Et j'ai aussi pas mal de chanteuses d'opéra qui sont aussi des actrices sur scène. Je pense à Marina Viotti qui est juste un doudou et qui a une voix superbe et qui a transformé son corps ces derniers temps parce qu'elle veut se magnifier et elle travaille beaucoup. Julie Fuchs, c'est des femmes qui bossent et j'adore les femmes qui bossent, mais j'ai des clientes aussi au Moyen-Orient qui travaillent sur leur corps, travaillent leur shape et qui arrivent en disant waouh, regarde, là j'ai plus d'épaules, j'ai affiné ma taille, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc maintenant je peux mettre tel modèle. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est un boulot de s'habiller haute couture. Alors d'accord, on va dire c'est super cher, c'est pour une élite. Stop. C'est pas que pour une élite. C'est aussi parce que ça fait avancer le propos de la création et du rêve, comme le soulignait Monsieur Lelouch. On a besoin d'avoir des porte-paroles qui font rêver les gens et qui vont redescendre dans la rue.
moi, j'ai connu une partie de ma famille, en l'occurrence les femmes, qui a acheté les magazines féminins en l'occurrence, à l'époque, était intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on est quand même genre dans des fadaises intergalactiques sur les magazines féminins. Mais lol. Mais finalement, à l'époque, les femmes achetaient les catalogues de haute couture et elles allaient en fait très simplement se faire refaire. Un peu comme les gouachers en haute joaillerie, par exemple. Tout à fait, pour après aller demander à sa couturière de quartier de refaire une robe approchant un modèle de Monsieur Saint-Laurent, de Jacques Fath. Et il y avait ce modèle qu'on allait garder sur plusieurs années, un modèle qui te définit et du coup sur lequel tu as choisi ton tissu, tu as passé du temps et que tu vas faire évoluer dans ta garde-robe. Claude Lelouch, une robe de haute couture finalement c'est comme un film, c'est intemporel, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'aime beaucoup quand vous parlez de Jacques Fath parce que c'était le couturier préféré de ma mère. Comme on n'avait pas les moyens de s'offrir du Jacques Fath, elle prenait effectivement le modèle et sa petite couturière qui était au 2e étage essayait de lui faire du Jacques Fath. Et alors ça donnait quoi? C'était magnifique. Mais Jacques Fath, en fait Jacques Fath, je vais être très clair, si Jacques Fath n'était pas mort aussitôt, Dior n'aurait pas existé. Il avait inventé le tailleur bar avant tout le monde, les asymétries complètement démentes, et on retrouve plein de clins d'œil dans mon travail à ce monsieur, parce que c'était un génie. C'était un génie de la coupe et de la matière, et il rendait les femmes sublimissimes. Et voilà. Moi, j'ai grandi avec Jacques Fath. C'est beau. Parce que je voyais ma mère qui parlait que de lui, etc. Et qui, avec une petite photo, allait voir sa couturière qui faisait du Jacques Fath. Alors, voilà, mais c'était bouleversant. C'était une grande couturière aussi, alors. Oui, parce qu'il faut avoir une sacrée main pour faire du Jacques Fath. Et ce qui était intéressant de dire, c'était un monsieur qui s'amusait tout le temps. Il se déguisait, il faisait des grands bals, il aimait les femmes. Je pense que ce monsieur reflétait un parisianisme complètement élégant, drôle, un peu comme un demi, vous savez ces personnages qui rêvent encore comme des enfants. Bah, moi, je veux en faire partie de ces gens-là. Oui, et puis il sortait de la guerre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on avait besoin de fêtes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais c'est vrai que c'est bien de parler de Jacques Fath. Ça me fait très plaisir. Vous en êtes servi, vous, de cette inspiration, justement, des costumes de votre mère, par exemple? Écoutez, oui, enfin, quand j'étais tout petit garçon, que j'ai commencé à faire du cinéma, que j'avais 7-8 ans, ma star, c'était ma mère et mon père. C'était les 2 premières vedettes de mes films d'amateurs. Voilà, et donc, je discutais. Alors, elle me disait, je mets cette robe, je mets ça. Et vous la conseillez? Elle venait devant moi, elle faisait mes premiers castings, c'est ma mère et mon père qui passaient devant ma caméra. Mais c'est rigolo que vous souligniez ça parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents extrêmement élégants. J'avais un papa qui était en Prince de Galles tous les matins pour aller ouvrir sa boutique d'optique rue Tronchet avec un nœud papillon, avec une belle moustache, et une maman qui était rousse, flamboyante et très élégante. Comme Audrey Fleurot. Moi j'ai une passion pour les rousses. On va en parler à Monsieur Freud. Mais finalement, cette obsession pour le noir que j'aime dans mes collections, c'est parce que j'ai des parents qui sont toujours habillés en noir. Et puis c'est pas que ça. C'est-à-dire que j'habitais en banlieue parisienne, je suis née à Paris, et en fait j'ai eu la chance qu'il m'ait ouvert tout, et surtout le cinéma. Et ça, je tiens à le souligner. Vous avez regardé des films de Claude Lelouch quand vous étiez petit? Bah oui, La Belle Histoire, ça a été un putain de choc, excusez-moi de le dire. On a le droit, on est sur la radio qui parle vrai. C'est transcendant, cette vision, cet entremêlage entre toutes ces époques. Moi, je me suis pris une claque à l'époque, et puis c'était long comme film. On n'était pas habitué à ce genre de 4 heures. C'était long. Et moi, je me souviens que j'étais rentré dedans et voilà, merci beaucoup pour ça, merci beaucoup. Merci à tous les deux surtout, et merci à vous d'écouter cet excellent sur Sud Radio. On revient juste après ceci pour encore un petit quart d'heure d'excellence française. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Sud Radio, il est 19h43 et c'est excellent. Nous sommes encore ensemble pour un bon quart d'heure, le temps nécessaire pour encore du partage et du plaisir autour de l'excellence française et de celles et ceux qui ont choisi de s'y inscrire. Ce soir en studio pour vous, pour nous, le réalisateur et producteur Claude Lelouch et le grand couturier Julien Fournier. Julien Fournier, vous avez monté votre maison en 2009 et en 2011, vous avez créé le Fashion Lab avec Dacia
Dassault Systèmes. Qu'est-ce que c'est exactement ce Fashion Lab? C'est un travail d'incubation à long terme. Ouais. J'ai la chance qu'un type comme Bernard Charlez ait misé sur moi pour que d'un coup, ils se disent, bon, ok, il faut faire bouger le monde de la mode via les nouvelles technologies. Ouais. On en a un qui est pas trop mauvais, qui s'appelle Julien Fournier, qui est pas trop mauvais en new tech, parce qu'en plus, il a un peu... Oui, parce qu'il faut être un peu un geek, quoi, aussi. Hein. Ouais, et puis un peu scientifique. Ouais. Et donc, en fait, ce qui l'a intéressé, c'est que j'avais la bonne façon de parler aux ingénieurs. Voilà. D'accord. Et en fait, on a réfléchi à quelles seraient les habitudes couturières demain via les nouvelles technologies. Alors, via la 3D, via aussi les nouvelles supply chains, à savoir les nouveaux réseaux de fabrication, et aussi comment dématérialiser pour gagner plus de temps, et dans le but d'être, de toute façon, plus locavore, plus respectueux de son environnement, et à côté de ça aussi de créer une nouvelle appétence des nouvelles générations pour aller vers des métiers de création. Alors tout ça en amont de la crise Covid-19, finalement vous vous êtes projeté en amont, vous avez eu une révélation comme ça, vous saviez qu'il fallait un moment dématérialiser un peu les choses? Il y a un moment quand tu es créatif et que tu fais beaucoup de recherche et développement dans ton atelier et que tu passes ta vie à faire du dessin, tu te dis il va falloir quand même réfléchir à arrêter de détruire la planète. Donc, tu te dis... Ce qui est déjà le cas de la haute couture. Hein. La haute couture, il n'y a pas de stock, on ne produit que ce qui est acheté. Donc, de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas de standardisation, on l'a déjà dit, et en même temps, on n'est pas du tout là pour être ceinture et bretelles et finalement détruire je ne sais combien de vêtements en fin de collection parce qu'ils n'ont pas été vendus, ce qui est inadmissible à notre époque. On est bien en plus, on travaille que des matières précieuses, à savoir des soies et des lainages qui sont souvent fabriqués en France, donc les taxes carbone sont réduites à néant. Je travaille avec 2 grands artisans d'art qui sont assez géniaux. Je pense à Julien Vermeulen, qui est un plumassier. On l'a eu ici, Julien Vermeulen. On a eu évidemment, c'est excellent. Donc finalement, il a expliqué aussi, il a dû vous expliquer qu'il a mis une traçabilité sur toutes les plumes qu'il y a en France. Et évidemment, je travaille avec la Maison Le Sage. La Maison Le Sage, la maison number one des brodeurs parisiens. Et toutes les clientes du monde entier souhaite une robe brodée par la Maison Le Sage et dessinée par Julien Fournier. Alors justement, à propos de ce qu'on traverse, Julien Fournier, il vous a fallu, comme tout le monde, vous réinventer, comme tous les créateurs qui traversent cette période difficile. Je pense à vous, Claude Lelouch aussi. J'imagine que c'est pas toujours simple de tourner, etc. en ce moment. C'est une période inédite en plus dans notre histoire. Par exemple, vous pouvez plus faire de défilé. Non. Comment est-ce que vous continuez à montrer vos modèles? On va montrer nos modèles via un film. D'accord. Je n'ai pas la prétention d'être... Vous en avez déjà fait un sur le dernier? On en a fait un qu'on avait tourné en une journée. Ouais. Là, le 6, 7, 8 janvier, on va tourner un film sur 3 jours sur des destins de femmes, mais je n'en dirai pas plus. Il faudra que je revienne pour vous expliquer. et en fait, on a réfléchi à, grâce aux nouveaux réseaux sociaux, à communiquer aussi avec nos clients. Donc j'envoie. C'est comme ça, vous les mettez sur les réseaux sociaux, les films? Alors oui. Et aussi on les envoie de la cliente directement, enfin de la maison de couture à la cliente en direct. Pour qu'elle puisse choisir ses modèles. Qu'elle puisse choisir ses modèles. Et puis moi, vous savez que je dessine très vite sur la tablette puisque Monsieur Tim Cook m'a choisi pour représenter l'iPad Pro en France et en Europe. D'accord. Donc du coup, Pépère, il dessine super vite ses modèles sur l'iPad Pro. Il Swift ça. Mais c'est une histoire d'excellence tout ça. Vous êtes en train de monter vers les étoiles, Julien Fournier, si Tim Cook vous choisit. Il travaille dur pour ça. Moi, je baisse le front, les poings en avant et j'avance parce qu'en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de créer encore plus d'emplois, de redonner une appétence à la nouvelle génération de travailler de leurs mains, parce qu'il n'y a rien de plus joli que des gens qui travaillent de leurs mains. Ces 20 dernières années, on a été que sur du consulting et du conseil, on a créé je ne sais combien de marketing, mais finalement, on ne peut pas être ceinture et bretelle, il va falloir créer des nouveaux rêves pour les gens et les faire vrais rêves. Mais oui, j'adore cette expression, ceinture et bretelle, c'est magnifique. On ne peut pas être toujours que sur des rêves marketés, ça n'existe plus. Et je suis désolée quand je vois en ce moment certains rêves prémâchés qu'on propose à des clientes dans des maisons de luxe, je dis non. C'est une dérive. Claude Lelouch, on parlait à l'instant de la crise qu'on traverse tous actuellement. À travers vous, vous avez des dizaines de métiers qui subsistent, comme pour Julien Fournier. Vous avez les monteurs, les étalonneurs, les costumiers, etc. Et j'en passe, les régisseurs, etc. Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder ces métiers, justement? Est-ce qu'il faut réinventer le cinéma, finalement? Alors écoutez, aujourd'hui, il y a les plateformes qui consomment beaucoup d'images. Tout à fait. Font des feuilletons qui sont pas mal du tout, et donc ça fait travailler la profession. Mais c'est vrai que travailler pour une plateforme et pour
le grand écran, c'est comme... pas tout à fait pareil. C'est la haute couture, c'est quand même le cinéma sur grand écran, avec une grande salle. Voilà. Ça donne du prêt-à-porter sur Alors donc pour l'instant, si vous voulez, la profession s'en sort très mal, parce que on vit un moment cruel avec le cinéma, mais comme la contrainte sollicite l'imagination, le retour au cinéma va être flamboyant. Vous voyez ce que je veux dire ? Le manque il faut savoir être rare. Là, le cinéma étant rare, je pense que le retour dans la grande salle sera une grande fête. Mais ça, c'est mon côté positif. D'accord. Alors, sur le côté négatif, encore un point commun, c'est Tim Cook. Parce que moi, j'ai fait entièrement un film avec mon portable. Et il est venu voir ça à Paris, comme ça, je lui ai montré. D'accord. Donc, que de points communs. Peut-être bientôt un costume Julien Fournier dans un de vos films. Moi, si j'étais à l'origine de ça, j'en serais ravie. Je suis présent. C'est quand Monsieur Lelouch, il appuie sur un bouton, je suis là. C'est très tentant. C'est très tentant. Très rapidement aussi, Julien Fournier, à travers vous, comme on le disait, il y a toute une nuée d'intervenants également. Vous avez le plumassier, la couturière, le brodeur. C'est un des derniers secteurs, la haute couture, qui perdure des savoir-faire ancestraux. Oui. C'est incontournable de continuer à préserver cet esprit français à travers son patrimoine vivant. Pourquoi, à votre avis, c'est aussi important ? Pourquoi c'est aussi important ? Parce que demain, ça peut disparaître comme une poussière d'étoiles. Et c'est pour ça qu'il est temps que les gens qui sont prêts à investir et pas sur des bulles New Tech superfétatoires, se disent je vais investir sur les métiers de la main et je vais me battre pour faire des grands rêves. Vous cherchez des financements, vous ? Évidemment, on en cherche toujours, mais comme quand on fait un film. Appel, mais en fait, on nous demande de monétiser en permanence notre travail. C'est pas votre travail de monétiser finalement. Mais oui, mais la première chose qu'on nous demande, c'est de le marketer et de le monétiser. Alors qu'en fait, c'est des grands rêves qu'on vend. C'est des grandes histoires, c'est des histoires de vie. Donc en fait, si un financier demain veut venir mettre du pognon dans la maison Julien Fournier, c'est parce qu'il va avoir envie d'avoir une grande histoire de vie avec quelqu'un qui est visionnaire. Mais j'imagine que Monsieur Lelouch, ça n'a pas toujours été simple quand il a cherché à trouver du pognon pour faire des films. Et à chaque fois on devait lui dire oui mais il faut être ceinture et bretelles, est-ce qu'on va faire des rentrées, gna gna gna. Mais c'est difficile d'être tout le temps. Encore aujourd'hui c'est difficile. C'est vrai mais évidemment. Mais comment on passe l'examen à chaque film. Les gens oublient tout ce que vous avez fait. C'est difficile d'oublier tout ce que vous avez fait, Claude Lelouch. Excusez-moi, quand on regarde un peu votre pédigré là. Non mais on a l'air du zapping. Je comprends, mais aujourd'hui je travaille avec des gens qui sont des amoureux de mes films. Oui. Il y a quelques financiers comme ça qui vous suivent, qui ont eu des coups de cœur pour mes films et qui ont envie de prendre des risques avec moi. Voilà. Mais c'est un peu comme moi. Donc moi j'ai la chance aussi d'avoir des gens qui me soutiennent beaucoup. Donc je pense aussi à des gens qui font attention à mon esthétique et à mon univers, parce que quand des fois tu es en mode il faut que je gagne du pognon, il y a un moment tu es à fond sur tes collections. Et puis heureusement j'ai des gens comme... Vous avez une équipe qui fait que... une coiffeuse comme Arguilière que j'adore, ou les Neville à Londres, ou Nicolas Degène, on ne parle même plus de maquillage avec Nicolas Degène, on parle de la réflexion de la lumière sur des peaux, et pour enlever le maximum de substrat sur les visages des femmes, pour surtout pas les alourdir et garder leurs expressions et leur vulnérabilité. Mais ça, c'est de la création. Mais quand tu dis ça à des gens et à des financiers qui regardent les petites lignes en bas pour savoir si t'es bankable... Ouais, mais ils comprennent rien, forcément. Mais non, mais ça fait très peur, parce que quelque part, en fait, dès lors que tu lèves ton crayon pour raconter une histoire... Peut-être que vous devriez faire comme Claude Lelouch et aller voir des passionnés. Ah ben, il faut les trouver. Oui. C'est un appel sur Sud Radio. L'appel aux passionnés de l'excellence. Il faut appeler Julien Fournier et mettre un peu de pognon dans sa boîte. Ouais, il faut y aller. Voilà. Je vais vous poser une question que je pose à tous mes invités, à tous les deux. D'abord, on va commencer avec Monsieur Claude Lelouch. Qu'est-ce que c'est l'excellence française, Claude Lelouch ? Écoutez, l'excellence française, c'est... D'abord, je crois qu'on a la chance d'habiter le plus beau pays du monde. Donc c'est facile de faire de l'excellence là. Moi, je suis fou de ce pays. Je l'aime de plus en plus. Je l'aime de plus en plus, oui, parce que je m'y sens de mieux en mieux, parce que j'ai réussi à faire 50 films dans ce pays, et donc je serais bien ingrat de cracher dans la soupe. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a toute une bande d'enfoirés en France, dont Coluche a fait l'apologie, mais ils sont très utiles, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est le pays des contradictions, c'est le pays de la discussion, de l'engueulade, et moi j'adore ça. J'adore ce pays. Donc je pense que si... Vous savez, les plus grands artistes du monde rêvent d'être consacrés en France. Voilà, c'est pas pour rien. Donc c'est un vive pays la France. Exceptionnel, je suis bien d'accord. Julien Fournier, qu'est-ce que c'est l'excellence française ? C'est l'écoute. Quand d'un coup, tu as des gens en face de toi qui écoutent et qui te trouvent des solutions. Et ça devient très vite excellent. Et en fait, l'excellence aussi, c'est le fait d'être dans le détail. C'est le fait de regarder
moi, je pense à Madame Jacqueline, ma première d'atelier, qui a plus de 70 ans, qui regarde encore le nombre de points au centimètre sur une machine à coudre et qui regarde si son ourlet est invisible jusqu'à la fin, surtout quand on est presque des fois à des 200 mètres de mousseline. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est de l'excellence. 200 mètres de mousseline. Ouais, sur certaines robes, ouais, c'est cool. En fait, finalement, l'un et l'autre, vous poussez le savoir-être vers une forme de perfection. Vous, c'est à l'image, au cinéma. Vous, c'est à travers les robes et à travers les créations, en fait, parce que robe, c'est trop petit comme terme. Est-ce que c'est ça, être excellent, selon vous? Embrasser l'art du détail et le savoir-vivre, parce qu'il y a le savoir-être et le savoir-vivre. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Lelouch? Oui, enfin, il faut... Vous savez, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai que la perfection, c'est elle qui nous... C'est un aimant. Oui. Qui nous tire tout le temps. Pour l'instant, moi, je l'ai trouvé, cette perfection, dans le miel. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est vrai que, bon, on rêve tous de faire la plus belle robe du monde et le plus beau film du monde. Voilà. Donc, mais tant qu'on rêve de ça, on est vivant. On est vivant et c'est formidablement intéressant d'être vivant. Je veux dire, encore une fois, c'est l'art du présent. Oui. Voilà. Aujourd'hui, si je retourne pour faire un 50e film, c'est parce que je me dis, jusqu'à maintenant, je n'ai fait que des brouillons. Et si j'ai pas cette idée, je fais pas un 50e film. C'est beau. Claude Lelouch qui nous dit qu'il a fait que des brouillons. Vous avez fait que des brouillons, vous aussi? Moi, je déteste mes anciennes collections. Je peux pas les regarder, je les déteste. D'accord. Moi, dès lors qu'elle est dessinée, déjà, elle m'énerve. Vous avez passé trop d'heures dessus. En fait. Non, mais pour savoir-être et savoir-vivre. Non, moi, ce que j'aime, c'est que j'ai une équipe très soudée autour de moi, une petite équipe. Et je pense que l'élégance à notre époque, c'est d'être participatif et d'expliquer quand il y a des grandes réussites comme des gros problèmes, de le dire aux gens avec qui tu travailles. Je pense qu'il n'y a plus et puis il n'y a plus la suprématie d'un super patron qui dit tu fais ça, tu fais ci. Non, c'est terminé. On peut dire les choses aux gens d'une façon hyper élégante et on peut leur dire là on va avoir un problème, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Nous allons trouver des solutions. En fait, l'élégance, c'est de plus dire je, c'est de dire nous. Julien Fournier, vous venez de lancer un e-shop, si je ne m'abuse. Oui, alors c'est pas un e-shop comme tout le monde fait, parce que sinon ça serait trop facile. Je vous pose la question. Alors c'est un petit shop sympathique où en fait il y a très très peu d'articles, à savoir en l'occurrence des jolis sacs à main et des ceintures, et ce sont des rééditions d'accessoires qui ont défilé et qui sont en exemplaire unique. D'accord. Donc c'est Catch Me If You Can. Si ces dames veulent se l'acheter, c'est now or never. Mais elles peuvent pas acheter une robe de haute couture sur un e-shop, les dames en question. Ah non, malheureusement, nous n'en sommes pas là. Non, et c'est toute une expérience. Il faut qu'on prenne les mensurations, il faut regarder, puis on est au millimètre près. Et non, ça se fait pas comme ça. Claude Lelouch, vos films, on peut les trouver, je suppose, sur les plateformes de téléchargement légaux. On peut les trouver en DVD. Celui que vous êtes en train de tourner, là, vous pensez qu'il va sortir quand, alors? Écoutez, si les dieux du cinéma sont avec moi, l'année prochaine pour Noël. Dans un an, je reviendrai ici pour faire la promotion du avec film. Grand plaisir, vous êtes chez vous. Claude Lelouch et Julien Fournier, c'était excellent. Merci d'être venus partager avec nous sur Sud Radio et prenez soin de vous surtout, tous les deux. Un petit rappel pour nos auditeurs, les films de Claude Lelouch sont donc à voir et à revoir, et vraiment sans modération. Et les nouvelles créations de Julien Fournier sont à retrouver sur son site www.julienfournier.com ou boutique.julienfournier.com pour le e-shop. Pour l'excellence uniquement. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent. Votre émission, celle qui crée le lien, les copains, un dimanche prochain en direct à 19h sur Sud Radio, à la rencontre de destins exceptionnels. Comme toujours, je serai là. Merci à Quentin Cabanis, là-bas derrière son poste, le réalisateur de cet excellent. Au web, à Lara et Arthur, à Sud Radio et ses équipes, et à Mélo Rock, sans qui cet excellent n'aurait pas le même rayonnement. Cet excellent est en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. On se resserre les coudes, les copains, plus longtemps avant la libération. Retrouvés, on l'espère, à dimanche prochain. C'était excellent.